7h43, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-François Copé, maire LR de Meaux et ancien ministre. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Le reconfinement est-il inévitable? Beaucoup de scientifiques réclament ce reconfinement. Emmanuel Macron hésite et n'y serait pas favorable. Le politique doit l'emporter. De toute façon, c'est aux politiques de décider. Ouais. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme pour les sélections d'équipes de football, tout le monde a son avis sur la question, 24 heures sur 24 maintenant. Vous êtes comme Emmanuel Macron qui a dit 66 millions de procureurs, non? Alors, sauf que moi, j'ai pas parlé de procureurs. Je trouve que la formule est extrêmement inadaptée, pour ne pas dire insultante, parce que chacun son métier. Il est normal que chaque Français ait un avis. En revanche, ce qui compte, c'est que le chef de l'État décide. C'est pas dire pour ça qu'il est là. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, j'ai même tendance parfois à appeler à l'indulgence parce que la situation est horriblement difficile et que ceux qui vous disent moi j'aurais fait comme ci ou comme ça sont bien sympathiques. Mais enfin, la vérité, c'est que ça n'est pas simple. Ayant dit cela, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de réflexes que l'on pourrait avoir parce que ça fait maintenant près d'1 an qu'on gère cette crise et qu'on n'est pas obligé de recommencer les mêmes erreurs. C'est pas tant la question du confinement. Moi, je comprends très bien que le président de la République se donne le plus de temps possible pour décider quel type de confinement, parce qu'on sait très bien que ça n'aura pas les mêmes conséquences. Et je vous cache pas que si on peut préserver l'ouverture des écoles et les commerces, c'est beaucoup mieux que si on ne le fait pas. Bon. Ensuite, il faut quand même confiner suffisamment pour continuer de se battre et en finir avec ce cauchemar sanitaire. Bon. Pour moi, le vrai problème, c'est surtout la manière dont on associe les acteurs de terrain, qui sont en réalité ceux qui font le boulot. Les maires, c'est ça ? Bien sûr, l'affaire de la vaccination est encore un cas d'école. On était un certain nombre de maires à en parler ensemble et à se dire, mais comment est-ce que ces génies qui sont à Paris, qui toute la journée nous expliquent que ce qu'on dit est idiot et que ce qu'ils font est génial, n'ont pas pensé à nous envoyer des messages dès le mois d'octobre-novembre. On savait qu'on allait préparer la vaccination pour nous dire, messieurs les maires, à Meaux, à Reims, à Tourcoing, à Nice, partout, préparez-vous. Commencez déjà à évoquer le sujet avec l'ensemble des personnels de soins de vos villes et de vos agglomérations. Quelle salle allez-vous utiliser ? Voilà comment nous allons programmer les livraisons de vaccins, etc. Nous n'avons jamais eu de message. Et c'est pour ça qu'on a piqué un coup de gueule il y a 15 jours, en disant vous êtes fous, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, nous en subissons effectivement les conséquences avec des capacités de vaccination élevées, sauf que les vaccins ne sont pas là. Ça s'est amélioré quand même, c'est ça ? Non, amélioré. C'est nous qui avons repensé les choses. Mais moi, je pourrais, par exemple, à Meaux, dans notre Colisée, la salle de spectacle que nous avons mise à disposition et organisée, nous pourrions tout à fait faire entre 1000 et 1200 vaccinations par semaine. Nous sommes poussivement à 500 parce que les doses ne sont pas là. Alors, ça vient de qui? Ça vient de l'administration ou ça vient des politiques? On l'évoquait avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre, là en l'occurrence pour la santé, c'est Olivier Véran, le ministre. C'est Patrick Roger. Moi, je vais vous dire ce que je pense du sujet. L'administration, elle a bon dos. Quand ça marche pas, c'est toujours l'administration. Moi, il se trouve que quand j'étais très jeune, j'ai fait l'école nationale d'administration, comme un certain nombre d'autres, parce que je voulais me consacrer au service de mon pays. Et un de mes professeurs à l'époque m'avait dit, vous savez, Copé, si vous faites de la politique un jour, retenez une chose, c'est qu'un ministre, avant d'être le gars qui donne son nom de famille à une loi ou qui fait une bonne émission de radio ou de télé, c'est d'abord le patron de son administration. Le ministre, c'est le patron de son administration. Quand les décisions politiques ne sont pas prises, l'administration, elle fait à sa manière. Mais alors, est-ce que c'est la dilué, responsabilité du politique? C'est dilué entre Jean Castex, Emmanuel Macron et Olivier Véran? Mais tout simplement parce que là encore, le commandement, ça n'est pas simplement je fais une annonce à la sortie d'un conseil de défense et vous vous débrouillez avec l'annonce. Le rôle du commandement, c'est certes de définir un cap, mais c'est aussi de prendre une décision et de s'assurer que celle-ci est appliquée. Et donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent le reporting. C'est de voir de manière très concrète comment les choses se mettent en place sur le terrain. Qui va faire quoi? Qui va mettre de l'essence dans les voitures? Qui va organiser la livraison des congélateurs, etc. Or, on voit bien qu'il y a des défaillances de chaîne de commandement parce que tout ça n'a pas été Olivier suffisamment Véran, organisé. Non, mais il faut être concret, il faut mettre des noms en même temps. Écoutez, à partir du moment où je vous dis que c'est les politiques, c'est le président de la République qui est mal placé quand il engueule ses ministres alors qu'on sait pertinemment que c'est lui qui commande. C'est les ministres quand ils insultent les maires. Je veux dire que quand Olivier Véran, avec une certaine virulence, mal placé,
vient expliquer que les maires font du surbooking, je reprends sa formule, on s'étouffe un peu, parce qu'on est quand même là pour aider, on est là pour être positif, et vous le voyez, je mets pas de l'huile sur le feu, mon objectif est que ça marche. Et dans ces moments-là, on doit être complètement unis. Et est-ce que, justement, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et de reconfinement ou pas, ou de mesures qu'il faudrait prendre, est-ce que localement, on devrait s'appuyer sur les maires, sur les départements, sur les régions, pour essayer de ne pas forcément prendre de la même disposition au niveau national, mais par région? Mais bien sûr, mais je pense de toute façon, de manière générale, que ceux qui tiennent la République au quotidien et sur lesquels, finalement, on ne s'appuie pas suffisamment, ce sont les maires. C'est eux qui sont à gérer des tas de problèmes, des choses qui ne sont pas ni dans les codes, ni dans les livres. On fait comme on peut, c'est notre métier. C'est un peu le médecin généraliste, le maire. Vous savez, c'est celui qui, sur le terrain, est là pour essayer de trouver des solutions à des choses qui passent jamais au journal télévisé, mais qui sont des choses du quotidien et parfois des drames pour nos concitoyens. Donc, ce rôle est majeur, et je regrette que on parle dans les livres ou dans les émissions de télé du couple maire-préfet. Tout d'un coup, on se rappelle qu'il y a des maires, mais on ne les met jamais en amont des dispositifs. Sauf quand tout d'un coup on se dit mince, faut vite appeler les maires parce qu'on sait plus comment on fait. Et là on a le coup de fil du préfet ou le coup de fil de je ne sais qui. C'est ça qui ne va pas. Et donc je pense que c'est une réorganisation du fonctionnement du pays qui devrait être imaginée à l'aune de ce que nous vivons. Parce qu'en fait, l'intérêt aussi de l'action publique, c'est de tirer des leçons, c'est d'être en anticipation, c'est de prendre du recul. Et donc nous aurons un gros travail à faire pour tirer toutes les leçons de la manière dont nous gérons cette crise, en regardant aussi les autres pays. Il y a des pays qui, dans certains domaines, ont mieux agi que nous, d'autres moins bien. Et donc, à nous de regarder tout ça et de s'en inspirer. Oui, un mot sur les vaccins encore. L'Institut Pasteur a annoncé l'arrêt de son projet de vaccin hier. C'est un fiasco français, ou alors parce qu'ils n'étaient pas en mesure, ils ont bien fait d'arrêter, et puis il y a Sanofi qui travaille par ailleurs, et d'autres. Bon, moi j'étais très triste, parce que c'est un des fleurons mondiaux de la recherche scientifique. Écoutez, c'est vrai que sur ce sujet, ils n'ont pas réussi. Mais enfin, ce qui démontre que c'est extrêmement difficile de trouver le bon vaccin, les bons vaccins. D'abord, c'est très difficile. Deuxièmement, chapeau à ceux qui ont réussi. Et puis demain, Pasteur, Sanofi réussiront sur d'autres choses. Il ne faut pas accabler. Vous savez, la recherche scientifique, moi je suis issu d'un milieu médical, donc je sais comment tout ça fonctionne. C'est des combats de tous les jours, c'est des centaines, des milliers d'heures consacrés à travailler. Et voilà, parfois on réussit, parfois on échoue. Oui. Pour conclure peut-être sur le reconfinement, donc vous, quelle solution vous voyez là dans les 15 jours qui viennent? Reconfinement localisé? Écoutez, moi je n'ai pas de boule de cristal. Non, mais vous avez des informations aussi? Non, je pense que je vais vous dire, ce que décidera le président de la République sera bien. Voilà. Et je vous le dis en conscience, on est là pour être solidaires. La seule chose que je voudrais, c'est que cela se passe dans un climat qui soit moins méprisant, moins arrogant vis-à-vis des acteurs de terrain qui font comme ils peuvent et qui aimeraient de temps en temps être plus associés en amont à la manière dont on gère cette crise. Et mettre de côté les rivalités politiques, alors. Écoutez, ça me paraît être une évidence. Là-dessus, oui, bien sûr. C'est pas toujours le cas. Qui sont dans la polémique, mais moi, à titre personnel, je me suis un peu sorti de tout ça depuis un certain temps, et je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est de servir le bien commun du mieux que nous pouvons, avec nos concitoyens qui, il faut bien le dire, sont épuisés, exaspérés, et en partie, on parle beaucoup des jeunes, on a raison. Être étudiant aujourd'hui, c'est horriblement dur à vivre. La question des référendums. Dans le Figaro ce matin, François Bayrou se dit favorable à une telle question sur la proportionnelle. Mais pas sur le climat, comme l'envisage le chef de l'État. Quelle est votre position, vous, Jean-François Copé? D'abord, de manière générale, moi, les référendums, j'aime pas beaucoup. Parce que je pense que le grand rendez-vous, c'est l'élection. L'élection présidentielle sur un programme, pour un homme, pour un projet politique, pour une manière de gouverner. Le référendum, je crois que l'expérience est là pour le démontrer, on ne vote jamais pour la question qui est posée. Ça donne lieu à toutes les dérives possibles, y compris extrémistes et populistes. Deuxièmement, je pense que la démocratie représentative, c'est quand même ce qui structure notre République. C'est-à-dire cette idée selon laquelle le président de la République est élu au suffrage universel, les députés sont élus au suffrage universel, et on leur confie pendant 5 ans la charge du pays. Il y a des oppositions, on discute, chacun doit écouter l'autre, et au bout des 5 ans, il y a un nouveau vote, et au bout de ces 5 ans, on décide stop ou encore, comme dans les jeux télévisés. Bousculer cela par des référendums, alors on dit c'est de la respiration. Non, en vérité, c'est des moments de radicalisation. C'est vrai pour tous les référendums. Regardez le nombre de référendums ces dernières années qui ont été perdus, alors que c'était parfois des causes intéressantes, uniquement parce qu'on votait contre l'homme ou la femme qui propose. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Deuxième remarque.
Deuxième remarque, le référendum, maintenant, si on va sur le fond des choses, l'histoire de cette idée du référendum sur l'environnement pour changer la Constitution m'inquiète énormément. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le détail et les termes qui sont choisis, vous vous dites « Ouh là là, ça va être quoi la conséquence ?» Quand on nous demande de changer la Constitution en mettant la République garantie la préservation de la biodiversité et de l'environnement. On se dit formidable. Ça, alors là, vraiment, quelle bonne idée. Sauf que derrière, les conséquences juridiques, nous sommes dans un état de droit, sont considérables. Nous ne pourrons plus construire une route, un aéroport, nous ne pourrons plus développer le pays sans être sous les fourches caudines du juge qui décidera si oui ou non il considère que on a violé ou non la Constitution, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. On a peut-être abusé auparavant, quoi. C'est pour ça. Ça veut dire, mais c'est l'esprit de responsabilité qui l'impose et c'est du domaine de la loi. Si vous le rentrez dans la Constitution, vous bloquez toute initiative de toute nature. Or, nous ne sommes pas une île. La France, elle vit en Europe, dans la planète, et donc notre message, nous, c'est par exemple de respecter les accords de Paris, c'est au quotidien de ne plus construire un bâtiment qui ne soit complètement respectueux de l'environnement, de ne plus faire autre chose que de travailler à la biodiversité. Si en revanche, on bloque sur des grands projets, le pire est à craindre. Et c'est ça le risque. Juste sur la proportionnelle, vous y êtes favorable ou pas? Non, moi je n'ai jamais été favorable à la proportionnelle pour la même raison que ce que je vous disais tout à l'heure en parlant mais il n'y a pas forcément une représentation de nos institutions. Du pays. Mais vous savez, il faut savoir à quoi sert un Parlement. Un Parlement, il ne sert pas à représenter toutes les diversités politiques. Il faut qu'il y ait une majorité qui soit claire. Si vous avez la proportionnelle intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les majorités, elles se font avec 2-3 voix. Ces 2-3 voix, elles viennent de qui? Des minorités. C'est donc les minorités qui font basculer les choses. Et moi, j'ai toujours été, c'est mon côté très gaulliste, partisan de majorité qui soit claire, de projets qui soient clairs, parce que là, au moins, on sait ce qu'on fait. Et donc, en réalité, quand on rentre dans la proportionnelle, à ce moment-là, on crée de l'instabilité, comme on l'a connu sous la 4e République. Alors, je sais que maintenant, on enseigne moins l'histoire qu'avant, mais enfin, si on se souvient de ça, la 4e République, les gouvernements duraient 6 mois, dans des périodes d'instabilité où on avait besoin de solidité. Et Dieu sait s'il y avait des sujets difficiles dans cette période. Et ben c'est ça qu'il faut qu'on... Allez, question avec Cécile Ménibus, Jean-François Copé. Oui, vous receviez hier à Meaux le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques heures avant la présentation du projet Beauvau au syndicat de police. Est-ce que vous avez évoqué ensemble la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle la réserve opérationnelle, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui pourrait rentrer dans la police? Est-ce que vous pensez que c'est un lien privilégié justement pour renouer avec... Moi j'y suis extrêmement favorable. Je suis extrêmement favorable aussi à l'idée que les maires aient beaucoup plus de pouvoir en la matière. Si Gérald Darmanin est venu à Meaux, c'est parce que je lui avais proposé de voir in situ ce que nous avons réalisé avec la police municipale, qui est une police municipale armée, avec un équipement remarquable, qui travaille en complémentarité de la police nationale. Nous avons 250 caméras de vidéosurveillance, 160 maintenant, et nous avons diminué la délinquance par 2. J'ai vu les images épouvantables de ce jeune passé à tabac dans le 15e arrondissement, dans des conditions dramatiques. Les caméras le filment. Bon, sauf que rien n'est organisé pour pouvoir intervenir rapidement. Je vous le dis très simplement, dans des villes comme Meaux, ça ne peut pas arriver comme cela. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont filmés, la liaison avec les équipes de police municipale qui tournent 24 heures sur 24 est telle que l'intervention est immédiate. Là, c'est arrivé aussi, mais avec du retard. Mais avec du retard. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un travail de maillage qui n'est pas fait à Paris, on sait pourquoi. Madame Hidalgo y est très opposée. Je pense que ça doit être la norme en France. Et sur ces sujets-là, la réserve opérationnelle fait partie de ces idées selon laquelle chacun doit se sentir concerné par la question de l'autorité. Un pays dans une grande démocratie ne peut pas vivre et perdurer s'il n'y a pas, certes, du progrès, mais aussi de l'autorité. Mais c'est important pour le lien entre la population et la police? Oui, bien sûr, et puis ça permet d'éviter les faux débats. Et Dieu sait si on en a des faux débats. Parler aujourd'hui de violence policière de manière aussi banalisée va évidemment à l'encontre de l'autorité républicaine. S'il y a des violences policières, il faut évidemment les sanctionner, mais donner le sentiment qu'elles sont à égalité avec ce que l'on peut voir dans des manifestations où certains individus se comportent de manière absolument ignoble à l'égard des forces de l'ordre, c'est oublier que la République n'a jamais été définie comme étant le désordre.
l'ordre. Allez, un tout petit mot sur Mémoire et Vérité. C'est la commission créée par Benjamin Stora sur l'Algérie. Vous qui avez des origines algériennes aussi. Ah non, j'ai aucune origine algérienne. Ah bah indirectement, si. Non, j'ai une mère qui est rapatriée d'Algérie, ouais. qui n'était pas algérienne. Donc, non, mais vous avez un lien particulier quand même avec ça. Voilà, c'est ça. D'un mot, bien sûr. Ouais. Enfin, d'un mot, c'est un immense sujet. Non, je crois que ça n'a rien à voir avec des aspects personnels. Je pense que nous avons un vrai sujet. C'est que parler de ces questions de mémoire ne peut pas être bradé. Ne peuvent pas être bradés. On ne peut pas les traiter à la faveur d'un rapport dont on ne discute pas vraiment, à un moment où on est en pleine crise sanitaire. Et surtout, je pense que c'est une quête qui est vaine. Si on veut véritablement rapprocher la France et l'Algérie, ça ne peut être qu'une décision politique entre deux chefs d'État. Ça ne peut pas être confié à des historiens qui rechercheront indéfiniment des bouts de vérité qui déchaîneront des passions. Lorsque la France et l'Allemagne ont décidé, envers et contre tout, 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale, de se réconcilier, c'est parce que De Gaulle et Adenauer l'ont fait. Il y avait deux hommes qui l'ont imposé au forceps à leur population. Nous n'en sommes pas du tout là aujourd'hui. Il n'y a pas cette volonté politique en Algérie, et c'est pas parce que nous allons passer notre temps à chercher, par je ne sais quel biais, à réécrire l'histoire, y compris dans une logique de s'excuser sans s'excuser, parce que du coup, le président de la République a rétropédalé tout en le faisant pas, ce qui donne un sentiment à la fois d'hypocrisie et puis en même temps de déchaînement de passion inutile ou d'indifférence. On ne règle rien, et je pense que ça n'est pas une bonne manière de faire. Merci Jean-François Copé, ancien ministre et maire LR de Meaux, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.